C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Médian TV Afrique. Soyez les bienvenus. Le littoral abrite un tiers des habitants d'Afrique de l'Ouest et c'est là qu'est produit 42% du PIB de la région selon la Banque mondiale qui a mis en œuvre le programme de gestion du littoral ouest africain WACA. En Côte d'Ivoire, plusieurs villes sont concernées dont Abidjan, la capitale économique, San Pedro qui abrite le deuxième port du pays, ainsi que les stations balnéaires d'Abidjan et d'Assini, de Grand Bassam et d'Assini. Cette émission entend faire la lumière sur la gestion du littoral à travers la mise en œuvre du projet WACA. Et pour en parler, deux éminents professeurs, professeur Oshou Abbé Delphin, il est coordonnateur du projet WACA RESIP, qui est le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines. Bienvenue, professeur. Merci. Par la même occasion, professeur titulaire en physique de l'atmosphère à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, de 2012 à 2017, directeur général de l'environnement et point focal pour la réduction des risques de catastrophes de 2007 à 2008. Tout à l'heure, 2007 à 2018, très bien. Tout à l'heure, nous en saurons davantage au cours de l'émission. Toujours sur notre plateau est notre professeur, un éminent professeur, professeur Diagua Eric Valère. Lui, il est coordonnateur adjoint du projet WACA RESIP, professeur titulaire des universités du CAMES, spécialiste en gestion de l'environnement marin et côtier et spécialiste en océanographie spatiale au centre universitaire de recherche et d'application en télédétection à l'université Félix Houphouët-Boigny depuis 2017, coordonnateur du programme national de gestion de l'environnement côtier depuis 2015, puis coordonnateur national du projet de gestion de l'environnement côtier et marin ouest-africain GMES Africa. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Alors, deux sommités sur notre plateau pour nous en dire plus sur les questions d'érosion côtière. Mais nous n'avons que 26 minutes pour aller à l'essentiel. Quand on parle de gestion du littoral, il y a la gestion et il y a le littoral. Pour nos téléspectateurs, quand on entend littoral, professeur Oshou, qu'est-ce qu'il faut comprendre de façon simple? Le littoral, de façon simple, c'est en fait, je vais dire, la zone tampon entre la mer et le continent. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, nous avons un littoral long à peu près de 566 km et c'est cette zone qui jouxte justement les littorales, mais ça peut aller légèrement à l'intérieur. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, cette zone occupe à peu près 7% de la superficie totale de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et le littoral, tout cet espace, j'imagine qu'il est très, très stratégique pour les activités économiques, les activités culturelles, on dirait même la survie des populations, professeur Diagua. Oui, c'est une zone, comme vous l'avez dit, c'est une zone très stratégique. Et puisque toute l'activité économique en fait repose dans cette zone, cela en fait est une zone importante, non pas seulement pour nous en tant que pays côtier, mais aussi pour les pays disons de l'interland, parce que tout ce qui est échange au niveau donc des marchandises passe par cette zone côtière-là. C'est pour cela c'est une zone vraiment très stratégique. D'accord. Allons tout de suite à l'état des lieux. Nous sommes en train de parler de gestion du littoral ouest-africain et qui, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, même le littoral ivoirien. En termes d'état des lieux, à quel niveau est-ce que nous en sommes, professeur Oshou? En termes d'état des lieux, il faut dire que depuis au moins 2011, depuis toujours d'ailleurs, nous avons le littoral qui recule de 1 à 3 mètres par an. Et en 2011 en particulier, un raz-de-marée nous a conduit à avoir 10 mètres de recul en une nuit. Et cela nous a permis d'engager des études au niveau du ministère de l'Environnement avec des experts hollandais et des experts nationaux. Et cela nous a conduit donc à identifier véritablement des points très sensibles qu'on appelle des points chauds. Et pour ça, ce sont des zones économiques d'importance qui sont San Pedro, qui sont Grand Laou, Abidjan, Grand Bassam, Assini. Et donc tout le littoral est concerné. Il y a des infrastructures économiques, des hôtels, des habitations qui sont, j'allais dire, détruits, on peut dire, avec le temps. Et donc nous avons par exemple au niveau de Grand Bassam l'embouchure qui est fermée, au niveau de Grand Laou, l'embouchure qui se déplace et qui menace le village de Laou Panda, etc. En un mot, le littoral est menacé
par l'érosion côtière, par la mer dans un contexte de changement climatique avéré. D'accord, deux expressions sont sorties, érosion côtière, changement climatique. Les populations, parfois, nous écoutent et on a l'impression qu'elles ne savent pas de quoi il s'agit, quand bien même elles vivent ces différentes situations. Professeur Diawa, quand on parle d'érosion côtière, qu'est-ce que ça veut dire? Et essayons de voir quelques causes ou facteurs. Alors, avant donc de répondre à cette question, pour revenir à la question, disons, que vous avez posée tout à l'heure au professeur Ochou, il faut dire que ça fait, sur les 566 km, c'est à peu près 63% de la zone qui est en érosion. Ouais. Et il y a 37% qui sont vraiment en érosion avancée. Voilà. Et donc, parmi les 37%, on a 21% qui ont une vitesse donc, de 1 mètre par an. Et puis, les 17 autres pourcents, c'est supérieur à 1 mètre par an. Donc, vous voyez qu'en fait, en fonction de ce que nous avons dans la zone, notamment au niveau donc, de la géomorphologie, nous avons donc une accélération d'érosion ou bien une stabilité en fait de la zone. Alors, pour revenir donc à votre question, il faut dire que l'érosion, comme je l'ai dit tantôt, c'est un phénomène naturel. C'est un jeu, en fait, comme si nous étions sur un terrain de football où moi j'ai une balle et puis je donne à mon voisin, mon coéquipier, et puis on avance. Voilà, c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, dans les fonds marins, donc dans les eaux, il y a des courants. Donc, c'est une circulation de courants qui fait des échanges. Et ce courant-là, en fait, va transporter le sédiment sous-marin. Donc, le déposer à un endroit donné en fonction encore des caractéristiques et puis au fur et à mesure, donc, faire une distribution. Voilà, en fonction encore de la taille des grains, on va les distribuer. Voilà, c'est ce qui est naturel. Mais quand, à un moment donné, il y a un obstacle, vous voyez qu'en fait, le courant viendra avec un sédiment, les déposer, et ce qui a été déposé, le courant va chercher à les récupérer ailleurs. Donc, du coup, il y a un déficit sédimentaire à un endroit donné. Et donc, s'il n'y a pas d'obstacle, lui, il va faire donc la distribution de façon normale. Mais s'il y a un obstacle, donc, on va les déposer et puis ensuite chercher à compenser ce qui a été déposé ailleurs, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui crée l'érosion. Voilà. Donc, si vous regardez bien au niveau donc, de la côte ivoirienne, il y a une zone qui est vraiment qui est un exemple qu'on voit au niveau donc, du canal d'Ivry. Vous voyez, le côté gauche, le côté est du canal d'Ivry, vous voyez que c'est accentué. On a l'impression qu'il y a la terre, plutôt l'océan, qui prend le pas sur la terre. Contrairement au côté droit, vous voyez qu'il y a la terre qui, n'est-ce pas, prend le pas sur l'océan. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est un phénomène qui est naturel, mais les actions que nous menons accentuent encore ce phénomène. D'accord, parlant d'actions que nous menons, professeur, quelles sont les actions de l'homme qui accentuent ce qui est déjà naturel? Les actions de l'homme sont nombreuses. On pourrait, par exemple, citer le fait que nous détruisons la végétation au niveau du littoral. Ce sont des zones marécageuses, des zones qui sont toujours humides, et il faut faire attention. Par exemple, les écosystèmes des mangroves ne doivent pas être dégradés, faute de quoi la mer va avancer. Mais en plus de ça, ça pose beaucoup d'autres problèmes, notamment les problèmes socio-économiques, parce que, par exemple, les poissons se reproduisent, les ressources halieutiques, dans ces zones-là de mangroves. Et il y a le fait que nous faisons des investissements, c'est-à-dire au bord de la mer. Il faut faire très attention parce que pour implanter un complexe hôtelier, il faut faire des constructions et tout cela contribue à fragiliser la zone. Le minage de sable, où les uns et les autres vont pour des besoins de construction justifiés et prélever le sable, mais cela permet que la mer avance. Mais en plus de ça, malheureusement, tout cela est exacerbé par le fait qu'avec le changement climatique, eh bien, les niveaux de la mer s'élèvent de plus en plus. Et donc, si parallèlement, nous prélevons le sable, que nous fragilisons la côte, eh bien, la mer va beaucoup plus avancer. Et donc, les activités humaines, les plantations que nous faisons, mais surtout les constructions d'habitations
parce qu'à des fins touristiques et tout cela, ce sont des éléments qui contribuent à fragiliser la côte. Donc quand on regarde de plus en plus les images je vais dire de l'érosion côtière, on voit beaucoup d'habitations qui sont détruites, tout simplement parce que l'être humain veut se mettre juste au bord de la mer, alors qu'il faut aller un peu plus loin pour laisser véritablement la mer dans son mouvement naturel. D'accord, vous êtes les spécialistes, vous avez la capacité de vous projeter dans le futur pour voir ce qui est susceptible d'arriver. Est-ce que les spécialistes ont suffisamment prévenu les populations qui se retrouvent en bordure de mer et qui, quelques années après, voient leurs maisons, même des cimetières qui sont emportés par l'avancée de la mer? Je pense que cette population elle-même, en fait, sait, puisque chaque fois quand on les rencontre, même ils disent, on avait donc un tel rangée de cocotiers, et puis on se rend compte qu'il n'y en a plus. Donc eux-mêmes, en fait, ils voient l'effet de l'érosion. Mais en Afrique, vous savez très bien que, par exemple, le cas de Grand Laou, avec le cimetière, on ne peut pas en fait se déplacer parce qu'on a tout ce qu'il faut. Parce qu'au niveau culturel, le cimetière, ça compte beaucoup pour la population. Donc, pour qu'elle puisse quitter un endroit, il faut vraiment qu'il y ait vraiment un danger. Sinon, la population ne peut pas s'élever comme ça pour dire que bon, je vais quitter, je vais donc me déplacer. Mais elle sait très bien le danger qui les guette. D'accord, parlons justement de danger. Quel est le danger qui les guette? Est-ce que ce danger continue de guetter ou est-ce que le danger même il est là, professeur Rochon? Bon, le danger, on peut dire qu'il est là et il continue de guetter. Et donc c'est pour cela que des initiatives doivent être menées pour justement éloigner ce danger, atténuer ce danger. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les États africains qui, en matière d'érosion côtière, sont les plus menacés pour plusieurs raisons. Ils sont dans des zones où le climat est très instable. Nous sommes les moins développés pour mettre en place des infrastructures de protection parce que ça coûte beaucoup cher. Et bien donc c'est pour cela que des projets comme WACA sont initiés par donc une prise de conscience d'un certain nombre de pays et pour rechercher les voies et moyens. C'est d'ailleurs dans ce que nous faisons en matière d'environnement au niveau de la zone côtière. Le projet WACA constitue un projet d'investissement important et qui concerne aujourd'hui 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et qui va aussi bientôt être pris en marche par d'autres pays de la sous-région. D'accord, parlons justement de ce projet WACA depuis 2018 qui a été initié sous l'impulsion de la Banque mondiale. En quoi consiste-t-il de façon concrète, puisque nous sommes en 2021 aujourd'hui? Voilà. De façon concrète, le projet WACA, comme on le dit dans tout projet, il y a un objectif de développement. Ce projet a été mis en place pour renforcer, si vous voulez, la résilience des communautés et des zones ciblées de la côte ouest africaine. La résilience, renforcer la résilience. En fait, quand on est vulnérable par rapport à un phénomène, l'érosion côtière détruit les habitations, détruit les moyens de subsistance, fait que les gens ne peuvent plus pêcher comme il faut, etc., etc. Eh bien, il faudrait rechercher des solutions pour justement faire en sorte que ces populations qui ont perdu une grande partie de leurs moyens les retrouvent totalement ou partiellement. Et c'est ce que le projet va faire en termes d'investissement physique, mais aussi en termes d'investissement sociaux. Et donc, c'est un projet qui concerne l'environnement et la société. C'est d'ailleurs pour cela que dans la catégorisation des projets, la Banque mondiale a classé le projet WACA comme projet de catégorie A, c'est-à-dire qui est d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social très sensible. D'accord, tout à l'heure avec vous, on va voir qu'est-ce qui a été fait depuis 2018 en termes de grandes initiatives. Mais professeur Diagua, on a le WACA, on a le WACA RISIP. C'est quoi la différence, puisque vous êtes coordonnateur adjoint du WACA RISIP? Oui, le WACA en fait, c'est l'acronyme en anglais, West African Coastal Area.
Et le RISIP, c'est un programme, hein, le WACA, c'est un programme, donc c'est un programme de gestion du littoral ouest-africain. En anglais, c'est West African Coastal Area Programme. Et le RISIP, c'est le projet, en fait, qui, n'est-ce pas, est contenu dans le programme. Donc, il y a le programme lui-même et on a le projet, donc, qui est le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines dont le projet vient de parler. D'accord. Et depuis 2018, on pourra dire qu'il est déployé. Professeur Ochou, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? D'abord, il faut dire que le projet a une durée de 5 ans. Elle va prendre fin le 31 décembre 2023. Et depuis donc ces 2 années et demie, comme tout projet environnemental, la zone, elle est dynamique, tant en termes d'environnement, en termes de population. Et donc, pour pouvoir trouver des solutions idoines aux problèmes qui sont posés, des études sont absolument nécessaires. On ne peut pas se lever et puis aller dire qu'on va faire ceci ou cela. Et donc, nous avons consacré 2 années, on peut dire, à mener des études. Par exemple, si on veut restaurer les mangroves, et c'est ce qui va être fait, une étude de faisabilité pour la plantation et la restauration des mangroves a été menée. On dit qu'au niveau de Grand Laou, puisque la zone pilote c'est Grand Laou, au niveau de Grand Laou, l'embouchure se déplace, menace les populations. Eh bien, pour la stabiliser, il faut une étude pour comprendre le phénomène qui se passe. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? La science aujourd'hui permet de comprendre les phénomènes. Cette étude a été réalisée en 1 an et a permis d'avoir une option d'adaptation pour stabiliser l'embouchure. Donc en cela, l'embouchure à la place actuelle sera fermée et une autre ouverte un peu plus loin et stabilisée par donc des ouvrages qui vont être soit mixtes, c'est-à-dire surtout des ouvrages vert, etc., plutôt que ce soit forcément gris ou bien mixte. Cette étude a été faite. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire et donc les années qui vont venir vont permettre de faire la construction. Actuellement, nous sommes en train de faire l'étude de faisabilité parce qu'en matière d'ouvrage, il y a plusieurs étapes. L'étude de préfaisabilité, l'étude de faisabilité qui dit exactement les matériaux et tout ça qui permettent de le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'étude de faisabilité et 2022 sera consacré à l'étude, à la construction véritable de l'ouvrage. Ça, c'est en termes d'investissement physique. En plus de ça, la zone de Grand Laou est menacée par des inondations. Inondations dues à la pluie, inondations dues à la crue du fleuve Bandama, inondations dues à la submersion marine. Une étude d'évaluation quantitative de ces risques-là a été réalisée et des propositions de solutions sont données. Nous allons aussi, juste en 2022, commencer à, et même déjà 2021, commencer à doter par exemple la commune de Grand Laou d'ouvrages de drainage des eaux de pluie pour diminuer les inondations et même combler les zones de glissement de terrain. Ça, c'est en termes d'investissement physique. Au niveau environnemental aussi, il y a des investissements physiques. Il faut restaurer les mangroves qui ont été détruites et proposer des activités génératrices de revenus aux populations qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Cette étude a été réalisée, une étude socio-économique a été réalisée. En plus, une étude de faisabilité de sa GR est en train d'être terminée. Et donc, en 2021-2022, nous pourrons aller sur le terrain pour soutenir les populations les plus vulnérables avec des activités qu'elles ont perdues ou qu'elles souhaiteraient faire. D'accord. Et là, c'est toute une batterie d'activités qui est qui va être mise en œuvre. Je voudrais qu'on revienne un peu aux populations. Les populations, elles attendent. Les populations, est-ce que la mise en œuvre de ce projet, elles le ressentent vraiment comme un ouf de soulagement? On a vu lors de vos conférences, il y avait le préfet de Grand Laou qui était là et qui a intervenu. Oui, vous avez bien dit. Vous savez que la population, elle est toujours... elle veut voir les actions concrètes. Oui. Voilà, les actions concrètes. Et comme le professeur l'a dit,
pour voir les actions concrètes, il faut vraiment aller pas à pas. Parce qu'il ne faudrait pas aller vite en besoin pour pouvoir créer d'autres désagréments. Et même ils le reconnaissent, hein, qu'ils ont ouvert déjà l'embouchure, mais ça s'est refermé. Donc cela veut dire que ça n'a pas été pensé comme il fallait. Donc il faut vraiment aller pas à pas. Et quand on voit qu'arriver, au départ c'était un peu difficile parce qu'on attend en même temps mettre des épis, des infrastructures. Mais au fur et à mesure, en communiquant avec cette population, elle a compris qu'effectivement, il faut aller... Ce que nous cherchons, c'est la durabilité. Il faut aller pas à pas. Et je pense qu'elle a vraiment adhéré avec le concours donc, des autorités préfectorales qui vraiment nous aident dans notre démarche. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. D'accord, vous dites qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que dans l'évolution des choses, 2 années de réflexion, 1 année pour ceci, pour cela, est-ce que ça rassure vraiment la population? Ou bien ça doit rassurer? Je pense que ça doit rassurer, mais je pense qu'avec ce que nous faisons, ils sont rassurés que Ouaka va trouver la solution, en fait. D'accord, très bien. On a l'habitude de dire que ce qui est fait ou pensé pour moi et sans moi est contre moi. Est-ce que les populations, elles sont associées? Si oui, qu'est-ce que vous attendez de façon concrète des populations dans la mise en œuvre effective de Ouaka? Bien, au niveau de Ouaka, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle un dialogue social pour sa mise en œuvre. C'est pour cela que le projet est de catégorie A. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devrions impliquer les populations. D'ailleurs, dans toutes les études que nous avons faites, la population a été d'abord informée par rapport au lancement. Les populations sont représentées à travers des comités, des organes de pilotage du projet, notamment le comité national de pilotage, le comité technique, et nous avons un comité local de suivi du projet qui a été donc installé au niveau de Grand Laou, dont le préfet est le président. Et donc, surtout au niveau du comité, eh bien, la population est représentée. Et donc, ce qui fait que cette population est informée, on peut dire, dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce que nous faisons. Par exemple, nous avons aussi élaboré des outils comme ce qu'on appelle le mécanisme de gestion des plaintes pour que ces populations et des comités ont été mis en place. En l'occurrence, 5 comités, donc 4 pour les villages et un comité de gestion des plaintes pour la commune de Grand Laou. À travers ce comité, il s'agit de quoi? C'est que quand nous allons déployer des infrastructures, les ouvrages, c'est pour que ces populations puissent dire si le projet leur pose des problèmes. Et dans ce cadre-là, ils peuvent venir s'exprimer. Et donc, en ce moment-là, au fur et à mesure, les corrections pourront être faites. Pour, par exemple, faire les AGR, les populations ont été associées. Ce sont elles qui, sur la base des études, ont exprimé leurs besoins. Et donc, on peut dire que les populations sont étroitement associées. En plus de ça, tout ce que nous devrions construire, que ce soit la plantation des mangroves, que ce soit l'ouvrage qui va stabiliser l'embouchure, eh bien tout ça est accompagné d'évaluation environnementale, études d'impact environnemental et social, constat d'impact environnemental et social, évaluation environnementale sociale stratégique, mais tout cela, ce sont des outils d'évaluation environnementale qui associent, impliquent les populations. Donc on peut dire qu'en tout cas, au niveau de la zone pilote, les populations de Grand Laou, en tout cas, et les villages environnants, eh bien, sont parfaitement associés. C'est vrai, il y a de l'impatience dans leur... ils veulent voir les choses concrètes, mais on dit encore une fois que quand on est malade, c'est vrai, on veut être guéri, mais c'est la maladie qui gère la situation. Et donc, il faut un diagnostic. Tant qu'on n'a pas posé des diagnostics, on peut faire des thérapies complètement erronées. Et c'est la même chose. Il nous reste moins de 2 minutes. Alors, les 2 dernières questions. La première question des 2 dernières, c'est savoir les difficultés actuelles dans la réalisation du projet. On terminera avec vous, professeur, sur les perspectives et défis. Nous n'avons que moins de 2 minutes. Professeur. Alors, les difficultés, ces difficultés, il y a... je pense que nous sommes... je ne peux pas dire qu'il y a des difficultés, parce que
les difficultés, on les transforme toujours en solutions. Voilà. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que ce que nous avons prévu faire, nous puissions les réaliser. En fait, c'est ça. Et que toutes les composantes puissent s'y mettre. Voilà, puissent s'y mettre. En fait, merci, professeur. Les défis et perspectives pour les prochaines années. Mais je crois que dans mon développement, j'ai parlé des perspectives. C'est-à-dire, une fois que toutes ces études ont été réalisées, nous sommes véritablement dans la phase de la mise en place concrète d'un certain nombre de choses. Et surtout, par exemple, nous comptons pour la gestion pérenne du littoral, mettre en place une agence nationale de gestion intégrée du littoral. Le décret a été élaboré de façon consensuelle et nous attendons seulement la signature, de sorte que si le projet prend fin et que cette agence-là continue de veiller sur cette zone fragile et cette zone qui est une zone stratégique pour la Côte d'Ivoire. Et donc, nous, notre perspective, c'est que l'embouchure soit véritablement, l'ouvrage pour la stabilisation soit réglé, que les AGR soient mises en place de façon à ce que les populations, en tout cas les plus vulnérables, retrouvent un tant soit peu leurs moyens de subsistance, que on puisse faire effectivement la restauration des mangroves pour que les poissons puissent revenir dans ces zones de prolifération de poissons, pour que les populations aussi puissent pêcher, que la lagune soit désensablée pendant la construction, pour que le pont de débarquement qui a été construit puisse être véritablement fonctionnel. Merci professeur Ochou Abbé Delphin. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet Ouaka RESIP, qui est le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Avec vous, professeur Diagoua Eric Valère, coordonnateur adjoint du projet Ouaka RESIP. Merci également pour votre intervention. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.